Insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Qui sont les députés impliqués? Monsieur Yubangira, bienvenue. Bien, merci, merci. Et aujourd'hui, lors de la plénière, vous aviez certainement appelé à ce que le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, puisse appeler tous les députés à pouvoir se prononcer, tous ceux qui sont impliqués. Non, ce n'est pas dire qu'il les appelle, qu'ils se prononcent. Il nous a dit, il a affirmé qu'il a la liste. Qu'il a la liste des députés qui sont impliqués. Et vous connaissez aussi sa parole. Il avait eu à lancer un cri. Il a eu à lancer un cri, quitter les groupes armés. Non, nous, et personnellement, nous ne sommes pas concernés en ça. Nous sommes concernés dans le sens d'être victimes de ces groupes armés. Malheureusement, effectivement, il y a certains qui peuvent être impliqués. Et les noms sont là. Et nous sommes sûrs qu'ils les possèdent. Mais pourquoi il ne saisit pas la... Il y a des noms. Il les possède, que ce ne soit pas seulement le président Mbosso, mais nous savons que tous les services de sécurité, que ce soit au niveau de l'ANR, des services de renseignement, ils en possèdent, mais ça nous inquiète de savoir pourquoi est-ce qu'on ne les interpelle pas. On ne peut pas continuer à crier, quitter les groupes armés, et en fin de compte, on ne fait rien par rapport à ceux-là qu'on connaît qui sont dans ces groupes armés. Et voici que ce cancer qui était localisé à l'est, au Kivu, au nord Kivu, en Ituri, vient d'arriver à l'ouest. Il vient d'arriver à Kwamut. Et oui, là, c'est la province du président Mbosso. J'espère que là aussi, il ne va pas crier à ses collègues des... Ou bien ce ne sont pas les mêmes personnes. De quitter les groupes armés. Ça ne serait pas les mêmes personnes qui seraient en train de souffler le chaud et le froid. Ils ont essayé au niveau de l'Est et puis ils sont allés au niveau de l'Ouest. Vous savez, au niveau de l'Est, créer une diversion. Au niveau de l'Est, nous avons une problématique qui est surtout les problèmes des ressources et il y a les pillages. Les groupes armés qui sont là, que ce soit ceux qui sont associés à des forces étrangères, parce qu'il y a ceux qui œuvrent pour ces forces étrangères, même ceux qui se disent que ce sont des nationalistes, qui disent prétendre et lutter contre la balkanisation, mais tous sont versés dans le trafic des minéraux. Tous. Ceux qui sont dans l'Est. Tous, en tout cas tous ces groupes, je ne vois pas aucun groupe qui n'est lié. Mais le grand problème qui est là, c'est que maintenant nous nous approchons des élections. C'est qu'à part les trafics des minéraux, ces politiciens qui étaient justement dans ces groupes armés vont continuer et vont même renforcer leur emprise dans ces groupes armés pour essayer de contrôler ce processus électoral par rapport à la volonté populaire. Et c'est ce deuxième aspect que je pense qui est en train de se jouer aussi au niveau des Kwamut. Là, je ne pense pas qu'il y a des problèmes de minéraux ou quoi, mais s'il y a des politiciens qui peuvent être impliqués, c'est qu'ils ont aussi d'autres agendas politiques. Et malheureusement, quand nous approchons des élections, ce sont des choses que nous voyons chez nous à l'Est. Il faut que nos frères ici à l'Ouest puissent être prudents. Mais au niveau de l'Est, lorsqu'on a commencé à crier qu'il y avait des députés impliqués, mais seulement vous, est-ce que vous en connaissez certains? Nous en connaissons et ils en connaissent. Et tout le monde est... Ceux qui sont impliqués. C'est connu de tous. Et c'est connu de tous. Et je pense que nos services de sécurité font un travail remarquable. Que ce soit au niveau de l'ANR, que ce soit au niveau de l'auditorat, des T2. Et je pense que même les gouverneurs, le porte-parole du gouverneur militaire avait dit ça. A dit qu'ils possèdent les noms. Effectivement, les noms, ils en possèdent. Les services ont eu à faire leur travail. Mais on ne sait pas pourquoi est-ce que le courroie de transmission entre les services et la justice n'est pas là. C'est qu'il y a justement la politique qui pèse. Vous en connaissez certains. Pourquoi ne pas user aussi de votre aura à les convaincre ceux-là pour qu'ils puissent Nous en connaissons d'une manière, on peut dire, informelle. Mais ces services, eux, ont eu à faire des enquêtes. Et ils ont eu à passer à travers des personnes qui sont assermentées, des OPJ, qui, eux, sont habilités à aller directement au niveau de la justice. Tandis que nous devrons toujours passer par eux pour qu'ils puissent activer la justice. Donc, ça ne sert à rien de nous demander, nous, de donner à la justice des noms qu'elle possède déjà. Voilà, des noms qu'elle possède. Alors aujourd'hui, l'insécurité, on a vu dans l'Est, et puis ça s'est répandu aujourd'hui dans l'Ouest, Kwamut, Kwilu, et toutes ces poches-là. Mais vous, pourquoi vous ne vous organisez pas, c'est-à-dire en interne, pour réfléchir, penser comment vous pouvez proposer des remèdes pour que la paix règne? Nous aurons à saisir le Premier ministre bientôt, je pense même d'ici demain,
Le Premier ministre Sama. Oui, oui, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a la problématique de l'Est qu'on essaie de voir d'une manière superficielle. Mais il y a un grand problème qui tourne aussi au niveau des conflits fonciers, des conflits coutumiers. Il y a beaucoup de conflits et tout ça aussi, ça tourne autour de ces groupes armés. Et c'est quelque chose que nous jugeons qu'il serait mieux d'attaquer au plus tôt. Car lorsque nous nous approchons des élections, nous avons des gens qui ont tendance à attiser les feux. Attiser les feux dans le sens de pouvoir manipuler les jeux électoraux en leur faveur, vu qu'en termes d'assises, ils n'en ont plus. Mais ils vont continuer à jouer la carte de l'insécurité pour essayer de voir comment... Oui, la carte de l'insécurité, je vois, il y a déjà des voix divergentes pour celles qui veulent qu'il y ait la continuité de l'état des sièges et d'autres n'en veulent pas. Vous ne voyez pas que pendant ce temps, il faut que l'état des sièges continue? Moi, je suis parmi ceux qui ont eu à demander, à solliciter l'état des sièges. L'état des sièges. Et ça continue même maintenant? Nous avons eu à le solliciter ça même depuis 2019, c'est-à-dire une année avant même que le président ne puisse le faire. Mais malheureusement, nous voyons que la réalité actuelle nous montre que l'état des sièges a été un échec. C'est un échec. Et vous continuez toujours à demander que ça continue? Et nous demandons à ce qu'on puisse lever, parce qu'une mesure qui a échoué, ça ne sert à rien de la maintenir. Et l'état des sièges actuellement, au lieu d'amener la sécurité, elle est en train d'augmenter la souffrance de la population à travers des tracasseries. Et les autorités qu'on a là-bas, malheureusement, ils se sont transformés plus en des gouverneurs économiques qu'en des gouverneurs militaires. Ils sont en train de tracasser la population pour donner un semblant de réussite à l'état des sièges par rapport à une soi-disant maximisation. Mais il faut voir comment on va maximiser le budget d'une province meurtrie comme le Nord Kivu en augmentant encore la pression. Donc au-delà des massacres, au-delà des tueries, on augmente encore une pression fiscale énorme que nous n'avons pas dans des provinces qui sont un peu comme ici à Kinshasa, que ce soit au Congo. Mais il y a une évaluation qui a été faite par le Premier ministre. Les évaluations ont été faites. Et par rapport à ça, certaines mesures, la levée de couvre-feu. Je pense que le Premier ministre ne peut que s'en tenir à ce qui a été fait au niveau de notre commission défense et sécurité. Nous avons eu à faire une évaluation durant plusieurs semaines, si pas plusieurs mois. Et ce n'est pas une descente qui va faire à Goma ou à Bunia pour 24 heures qui va remettre en cause ce que plusieurs députés, des centaines ont eu à faire pendant plusieurs mois. Et la conclusion, elle était claire, c'est que l'état des sièges actuellement est un échec. Ça demande son réajustement. Le réajustement, et maintenant, c'est la forme de ce réajustement, de cette réqualification que je pense que nous devions maintenant discuter. Pour le chef de l'État, il veut que vous vous mettiez autour d'une table pour faire l'évaluation avec tous les notables. Et là, il y aurait maintenant des conclusions. À l'issue de ces conclusions, vous pourrez soit lever ou continuer l'état des sièges. La promesse, nous avions eu ça avant la clôture de la session. Le président a eu à nous promettre qu'il y aura une réqualification. Mais malheureusement, entre-temps, il y a eu la prise de Bunagana par les rebelles de M23, chose que nous pouvons comprendre que le président a eu à hésiter comment est-ce qu'il va mettre fin à l'état des sièges, alors que la situation semblait prendre une autre allure. Mais je peux lui dire que nous avons eu à vaincre, les FARDC ont eu à vaincre les M23 en 2012, et à cette époque-là, ces M23 étaient plus aguerris, plus soutenus que ceux qu'ils sont alors aujourd'hui. Et nous pensons qu'avec une bonne mise en condition des FARDC, bien sûr avec une dotation, et non seulement en matériel, mais aussi en termes de renseignements, et avec l'appui de la brigade qui vient de l'East Africa, les Kenyans qui arrivent, nous espérons que on peut mettre fin à tous ces activismes avec la force régionale sans état de siège. Avec la force régionale. On peut mettre fin aux groupes armés sans état de siège. Oui, mais en 2012, les FARDC ont mis à mal les M23 sans qu'il y ait l'intervention. Non, il y avait une intervention. Il y avait la brigade d'intervention spéciale de la MONUSCO. De la MONUSCO, et elle a été d'un grand appui. Malheureusement, c'est cette même brigade qui est actuellement basée et principalement à Beni, mais qui ne fait rien. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi elle, qui avait bien fait un travail en 2012,
actuellement, elle ne fait rien. Et nous avons été au contraire étonnés. Oui, mais elle a dit que comment elle fera, parce que les M23 sont super armés, ils sont très armés. Il faut qu'ils disent qu'ils ont peut-être aussi un problème de leadership entre eux. Parce qu'à l'époque, nous avions un représentant du secrétaire général de l'ONU, qui est Martin Kobler, qui lui était en permanence à Goma, qui était pratiquement au front à côté de ces militaires de la MONUSCO. Mais actuellement, nous avons une représentante, Bintou Keïta, qui reste ici à la Gombe. Et c'est difficile de coordonner des opérations à plus de 2000 km. Des opérations militaires. C'est difficile. Donc, elle n'y Nous arrive pensons qu'il y a un problème de leadership. Et pour vous, vous voulez que la MONUSCO continue? Mais les troupes sont encore là. La MONUSCO, on ne peut pas nous cacher la MONUSCO dans sa mission de mettre fin aux groupes armés, de sécuriser la population, de mettre fin au massacre. C'est une mission qui a déjà échoué. Mais toutefois, la MONUSCO aussi aide dans d'autres secteurs. Mais ces secteurs-là ne sont pas vitaux. C'est en rapport avec l'appui humanitaire et la protection des droits de l'homme et tout ça. Je pense qu'il y a moyen aussi de requalifier aussi le mandat de la MONUSCO. Si on a besoin de ces côtés-là de développement des droits de l'homme, on peut mettre juste une petite équipe réduite, mais nous, on a besoin actuellement des forces combattantes qui viendront maintenant imposer la paix, comme ça avait été fait avec les Français à Bunia. C'était l'opération Artemis, comme ça avait été fait par la MONUSCO même, à travers la brigade d'intervention en 2012. Donc on a besoin des personnes, des militaires qui viendront avec un mandat pour imposer la paix et non pour faire des observations. Dans sa tournée dans l'Est, Vital Kamerhe est en train de prêcher la paix, effectivement, mais avec un plan. Il veut qu'il y ait une négociation, un dialogue entre la RDC, l'Ouganda, le Rwanda et les M23 au milieu. C'est aussi une des pistes de solution à la crise. Cette piste, elle avait déjà été faite en 2009. C'est là où il y a un cours avec Kamerhe et Malou Malou. Et nous avons eu à aboutir à la fin du CNDP. C'était une soi-disant victoire. Mais après quelques temps, il y a eu le M23. Donc, il y a aussi des groupes armés qui ont pris part à cette conférence-là de 2009, mais qui n'ont pas été pris en compte. Et c'est pour ça qu'ils ont encore retourné en brousse. Moi, je pense qu'il ne faut pas isoler les M23. S'il faut négocier, c'est avec tous les groupes armés. Soit on négocie avec les M23 à part, mais on négocie aussi avec les groupes armés. Pas négocier parce qu'eux ne sont pas hostiles au gouvernement, mais il faut aussi qu'on puisse les écouter. Savoir exactement qu'est-ce que vous faites dans la bourse, pourquoi est-ce que vous avez quitté ceux qui étaient dans les FARDC, pourquoi est-ce que vous avez quitté les FARDC, et vous qui voulez prendre le métier des armes, pourquoi ne pas intégrer plutôt les FARDC au lieu que d'aller mourir dans les brousses sous les étiquettes des groupes armés et des milices. Voilà, merci beaucoup Safiri Ayubangira de votre passage. Merci à vous. Merci fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à suivre Télé 50 et Kinshasa Direct. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, ça sera la grande édition de Christopher Ochokum. Et il sera 20 h dans l'est de la RDC. Portez-vous très bien et à très bientôt.